Du coup, bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. C'est mon premier talk de ma vie. Donc, je vais vous parler d'infrastructure as code. Bon, si je fais quelques bêtises, m'en voulez pas. Du coup, je m'appelle Maxime. Je suis actuellement en apprentissage dans la formation DevOps, donc la même formation qui organise la conférence. Et du coup, je suis aussi développeur back-end chez Georide. Georide, c'est une entreprise qui font des boîtiers connectés pour moto. C'est une solution pour protéger et connecter sa moto. Donc, si vous êtes motard, n'hésitez pas à regarder. On fait des produits vachement cool. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler d'infrastructure as code. Alors, juste, qui connaît? Pour savoir un peu dans la salle. OK, qui connaît AWS? OK, bon, c'est parfait. Mais je reviendrai pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais aborder plusieurs points. Je vais déjà vous parler de qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas l'infrastructure as code. Je vais parler des points clés, les outils qu'on va utiliser, les bénéfices et les meilleures pratiques que je peux vous conseiller, et puis une petite démo. Hop. Donc, l'avant infrastructure as code. Je ne sais pas si les gens ont connu cette interface-là d'Amazon. Donc, c'est une vieille interface où on avait une façon de faire pour lancer une machine, la paramétrer. On a eu aussi cette interface-là, où en fait, on va se retrouver avec les mêmes features ou peut-être des features supplémentaires, mais avec une interface qui a changé. Des boutons qui sont différents et des manières de faire différentes aussi. Et ça, on est plutôt maintenant sur la nouvelle interface d'Amazon. Donc la question qu'on va se poser, c'est si aujourd'hui, je veux lancer une machine sur le cloud et que l'interface a changé. Je me souvenais qu'il y a 6 mois, j'avais paramétré ma config comme ça avec ce bouton-là. Comment aujourd'hui je vais faire pour la refaire si jamais ce bouton a disparu, par exemple? Donc ça, c'est un cas où c'est une problématique qu'on va tenter de résoudre. On a aussi les problématiques où il se passe quelque chose de mal chez notre cloud provider. Donc là, on peut... C'était chez OVH, c'était il y a quelques années. Où on a le data center qui a brûlé. Et donc là, la question, c'est comment je peux faire en sorte que mon infrastructure, je puisse la remonter très simplement et rapidement, et peut-être même de manière automatique, si jamais il y a un problème qui va permettre de relancer notre activité super rapidement. Ça, c'est aussi notre schéma d'architecture. Je suis sûr que pour ceux qui travaillent dans une entreprise, vous ne devez pas connaître les détails par cœur de votre infrastructure et surtout toute la configuration qu'on a mis dedans. Et si on n'a pas quelque chose qui nous permet de manière déclarative et limite du code qui va nous permettre de dire on a ça, ça, ça et ça, il va falloir maintenir une documentation ou peut-être ça dépend, ça peut être aussi sur papier, ça peut être sur Internet, ça peut être sur tout plein de formats et donc ça peut être galère de savoir ce qu'on a dans notre infra. Quand on parle d'infra, on parle aussi d'argent. C'est pareil, si on n'a pas une vision globale de toute notre infrastructure, comment on va savoir combien elle nous coûte? Mis à part regarder la facture à la fin du mois, si on se dit, en fait, qu'est-ce qui coûte cher ou qu'est-ce que je n'ai pas besoin d'utiliser et qu'est-ce que je peux changer dans mon infra pour réduire ses coûts, si on n'a pas cette façon de voir, on est complètement perdu. Il y a aussi la question de l'historique. Si jamais on a fait un changement et qu'en fait on se rend compte que c'était mieux il y a 6 mois, si on n'a pas cette manière-là, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière sur notre infrastructure? Donc tous ces points-là, tous ces problèmes-là, l'infrastructure as code va nous amener une solution. Va nous amener une solution qui va nous permettre d'écrire du code qui va nous décrire notre infrastructure. Ça va nous permettre également d'unifier tous les API qu'on retrouve sur Internet pour interagir en un seul standard. Va, comme je l'ai déjà dit, nous donner un aperçu global de notre infrastructure, estimer les coûts et surtout garder un historique de tous les changements qu'on a eus si jamais on a besoin. Les points clés de l'infrastructure, il y en a 3. On va commencer par le premier, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est la capacité d'exécuter une tâche sans intervention humaine ou alors manuelle. Lancer quelque chose de manière automatique, je pense que tout le monde le fait. Aujourd'hui, quand on écrit du code, on a sûrement une CI. Cette CI-là va lancer des tests, vérifier que le code est bien formaté. Tout ça de manière automatique.
Dans un contexte d'infrastructure as code, l'automatisation, c'est essentiel parce que ça va nous assurer que, une cohérence et une efficacité sur tout ce qu'on va faire, puisque ce sera fait de manière automatique. Donc voilà, on va être en fait dans l'infrastructure, on va venir automatiser la création, la configuration et le déploiement de notre infra. Je vais prendre un exemple que je vais modifier à chacun des clés importants. Donc là, on va vouloir, des points importants, pardon, on va vouloir déployer et configurer une instance EC2 sur Amazon. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop compris, une EC2, c'est une machine virtuelle qu'on va juste demander à quelqu'un de nous le lancer, de nous donner un accès via SSH généralement. Et AWS, c'est le cloud d'Amazon. Donc c'est eux c'est le plus gros, et c'est eux qui vont nous fournir pardon, une puissance de calcul. Les bénéfices de cette automatisation, ça va réduire les erreurs humaines, vu que on ne touche à rien. Ça va aussi nous permettre d'accomplir des tâches plus rapidement et de manière plus efficace, parce que c'est toujours plus simple de faire un call API, généralement du HTTP, que d'aller sur une interface, de se login et de retrouver les boutons. Et aussi, l'autre avantage, c'est que du coup, vu que c'est automatique, on va à chaque fois faire la même chose. On va demander à l'ordinateur de faire tout le temps la même chose. Donc on est sûr que ça va jamais changer, et surtout aussi qu'on va pouvoir anticiper ces changements-là de manière... voilà. Le deuxième point, ça va être la standardisation. Donc la standardisation, c'est définir un langage commun que tout le monde va pouvoir parler, où on va se mettre d'accord. Dans un contexte d'infrastructure as code, en fait, ça consiste à utiliser le même outil, par exemple, pour une même tâche. Ça va permettre d'avoir des blocs qu'on va pouvoir copier-coller, ce genre de choses-là, ou des procédures en fait, qu'on va pouvoir mettre en place et qui seront répétées pour chacune de nos applications. Si on est dans une application, dans un contexte de microservices, on va pouvoir définir une espèce de template qu'on va mettre sur chacun de nos services. En fait, ce sera toujours la même chose. Et c'est super simple pour un ops de venir modifier parce qu'en fait, tout se ressemble. C'est ce que je viens de dire. En fait, c'est écrire le même code ou le même script pour déployer notre infrastructure. Donc, j'ai mis à jour l'exemple que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, du coup, on va utiliser un outil qui s'appelle Terraform, je vous le présenterai après, pour déployer et configurer notre instance sur Amazon. Les bénéfices, pardon, c'est tout ce qu'en fait, c'est ce que je viens de dire. Tout gérer d'une même manière et d'une même façon, gagner du temps pour nos équipes, vu que en fait, il n'y a pas besoin de ressortir une documentation parce que tout est identique, on parle le même langage. Et ça va aussi faciliter la collaboration de nos équipes, surtout dans des grosses entreprises. On a peut-être une équipe qui va s'occuper d'un produit et une de l'autre. Si on parle les mêmes langages, ou par exemple, on a trouvé un outil qui est sympa sur Internet ou une façon de faire qui est meilleure que ce qu'on avait, en fait, c'est super simple de la propager dans les autres équipes. Le dernier point clé, l'historique, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça va plutôt être le versionning. Le versionning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait être capable de créer plusieurs versions de notre code et pouvoir traquer un historique et peut-être potentiellement revenir en arrière, vu qu'on sait ce qui s'est passé. Dans le contexte de l'infrastructure, là, ça va typiquement avoir l'historique de tous les changements de notre infra et pouvoir faire des modifications ou des remises en arrière tout à l'heure. Généralement, ça s'utilise via Git. Donc, on va pusher nos différents fichiers. Généralement, si on utilise du Terraform, on va pusher tous les fichiers de Terraform, ou Ansible, ce sera pareil, on va pusher tous les fichiers d'Ansible. Et donc là, dans notre exemple, on va utiliser Terraform, les fichiers de Terraform depuis notre Git pour déployer et configurer notre instance. Les avantages d'utiliser du coup le versionning, c'est que ça dit sur votre historique tout ce qui s'est passé, par qui et quand. Donc ça vous permet aussi d'améliorer la traçabilité des changements de votre infra, et surtout, si jamais quelqu'un a fait un peu n'importe quoi sur un élément, vous allez pouvoir savoir qui c'est, pas pour le gronder, mais surtout pour apprendre, savoir ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si quelque chose s'est mal passé, revenir en arrière tout simplement, d'une manière où on est sûr que c'était cette version-là qui marchait. Voilà. Donc, pour mettre en place l'architecture as code, on a plusieurs outils qui sont sur le marché. Je vais vous en présenter quelques-uns.
On va commencer par Ansible. Est-ce que des gens connaissent Ansible dans la salle? OK. Alors, Ansible, du coup, c'est open source. C'est géré par nos amis de chez Red Hat. C'est écrit en Python. Et en fait, ça va utiliser le SSH pour se connecter sur des machines et y faire des actions. Donc, comme vous l'avez compris, ça utilise Python, ça a besoin de SSH. Donc, ça a besoin d'avoir deux choses sur la machine sur laquelle on va se connecter, le SSH et Python d'installer. C'est vraiment les deux prérequis minimum nécessaires. Ça va utiliser du YAML templaté, je vous en parlerai un petit peu parce qu'on peut faire du templating pour ces fichiers de configuration et ça marche pour tous les OS, tant qu'il y a les deux prérequis que je vous ai annoncés. Ça, c'est un exemple de fichier de configuration qu'on va avoir dans Ansible. J'espère que vous voyez bien. On a trois tâches qu'on va faire, une effectuer sur Debian, une sur les machines Red Hat et une sur Windows. Par exemple, sur la première, on va venir installer un paquet qui s'appelle, deux paquets pour Apache et PHP, et pareil pour Red Hat. Et Windows, on va venir installer Wireshark. Donc, vous voyez, c'est très structuré. On vient mettre tous les paramètres qu'on veut et on va déclarer l'état sur lequel on s'attend pour que la tâche soit finie. Donc, par exemple, sur la première, vous voyez, sur le apt, on a le state. On demande à ce que ce paquet-là soit présent sur la machine pour valider l'action qu'on a faite. Comment Ansible il va savoir que cette action elle est finie? C'est ce qu'on appelle un peu le state management. Du coup, je viens de le dire, on va définir un état sur lequel la machine, l'action et l'état de la machine doit être pour valider cette action-là. Et à chaque démarrage d'Ansible, en fait, il va vérifier tous les statuts pour savoir ce qu'il doit faire. Si tous les statuts matchent, il va rien avoir à faire. Et pour chacun des statuts qui ne marchent pas, il va essayer de résoudre la problématique en installant ou en faisant l'action qu'on lui a demandé. Pour le templating, Ansible utilise Jinja 2. Ça va nous permettre en fait de rajouter de la logique, des loops, des conditions, tout ce genre de choses-là dans des fichiers de configuration ou carrément des fichiers externes où si on a besoin de configurer par exemple le titre de notre site ou quoi que ce soit, on va pouvoir sous un certains formats, définir des variables et donc les utiliser dans ces fichiers-là. C'est bien parce que ça permet d'avoir en fait un seul code d'Ansible pour nos différents environnements. Si jamais en pré-prod, prod ou ce genre de choses-là, ça nous permet d'injecter des variables, typiquement nos secrets ou ce genre de choses-là, sans avoir à dupliquer notre code. Les avantages et les inconvénients d'Ansible, Ansible, c'est simple, comme vous l'avez vu, la syntaxe est très simple à prendre en main, la documentation est bien. Ça assure une idempotence au niveau des exécutions, donc en fait, ça veut dire qu'à chaque exécution, il va se passer la même chose. Là, je mets une petite parenthèse où si on fait bien les choses, vous aurez l'idempotence. Si vous ne faites pas bien les trucs, vous ne l'aurez pas, et puis ce n'est pas Ansible qui va vous engueuler parce que vous faites les trucs mal. Typiquement, si vous supprimez un fichier, vous relancez l'exécution, oui, le fichier est supprimé, mais il n'a pas été supprimé vu qu'il n'existait pas. Donc, vous voyez, entre deux exécutions, on peut avoir des différences. Il y a une communauté qui est assez active et il y a plein de modules. Par exemple, on a vu le module apt, ça c'est un module qui est géré par Ansible et qui est maintenu par eux, mais les gens, ils développent tout. Donc vraiment, si vous avez une problématique ou quelque chose, il y a un module qui a été fait et vous allez pouvoir l'utiliser avec Ansible. Pour les avantages, je vous en ai parlé, c'est facile à prendre en main, mais en fait c'est complexe. Si on veut faire des choses un peu plus avancées, ça va être difficile. Vous allez vous manger les pieds sur des problèmes qui sont compliqués à résoudre. Ça prend du temps dans le sens où, en fait, si vous avez plusieurs machines, déjà ça va le faire séquentiellement, et puis il faut se connecter en SSH à la machine. Donc, en fait, déjà, vous allez avoir un peu de latence sur tout ça. Et le dernier inconvénient, c'est que en fait, vous n'allez pas pouvoir ajouter de log dans Ansible. Donc, vous allez faire votre exécution. Et si jamais quelque chose se passe mal, il vous le dira à la fin. Vous aurez pas, c'est difficile à débugger. C'est dans ce sens-là que je voulais articuler le propos. Un deuxième outil, celui-là, qui s'appelle Terraform. Vous avez déjà entendu parler parce que j'en ai déjà parlé. Terraform, c'est open source, comme tous les outils. C'est géré par HashiCorp. Pour ceux qui ne connaissent pas HashiCorp, c'est une grosse boîte qui
travaille beaucoup de produits dans le cloud, surtout dans la stack Kubernetes, et donc c'est des acteurs majeurs dans le milieu. C'est écrit en Go, comme tous les tools sont en Kubernetes, la majorité. Ça utilise des API pour créer des ressources. Alors là, on est, par exemple, en Ansible, quand on va vouloir déployer notre machine sur Amazon, on va utiliser l'API d'Amazon. Donc, il n'y a pas cette dépendance de pouvoir se connecter à quelque part. Et juste à partir du moment où vous avez une API et que vous pouvez vous connecter à votre API et qu'elle accepte les connexions, c'est bon. Ça utilise les fichiers de configuration qui sont du HCL, donc HashiCorp Language. C'est un langage qui a été créé par HashiCorp. Et comme je l'ai dit, ça marche tant qu'il y a un provider qui a été créé. Je vous en parlerai après, les providers, mais c'est les petits modules qui permettent de gérer vos ressources au travers des API. Donc le langage, principalement utilisé sur tous les produits d'HashiCorp. Donc ça, c'est cool. Vous avez une espèce de cohérence sur tous leurs produits. Ça utilise une approche déclarative. Je vous montrerai un exemple juste après. C'est des blocs où en fait, on va pouvoir y mettre des clés-valeurs dedans. Et on va pouvoir nester des blocs. Donc, c'est super simple à comprendre. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Là, c'est une ressource où on va demander à Terraform de gérer un cluster Kubernetes, enfin de créer un cluster Kubernetes. Où voilà, vous voyez, on a des clés-valeurs, donc on a le nom, par exemple, la région, ce genre de choses-là. On peut définir des variables. Ça, c'est bien aussi pour gérer nos différents environnements. On peut les injecter directement sur notre CD ou ce genre de choses. Et on a des dépendances, comme on peut voir au niveau du VPC. On a déjà un VPC qui est créé, enfin on a une autre ressource de type VPC qui est créée. On va pouvoir récupérer des données pour les injecter sur d'autres ressources. Donc tout ça, c'est géré par un provider. Donc le provider, il est responsable d'implémenter la logique et les différents appels API par service. Donc on va avoir un provider Terraform, par exemple, un provider un provider Amazon, un provider Azure, un provider Kubernetes. Tout ça, généralement, ces gros providers-là sont gérés et maintenus par Terraform, donc, par Terraform, donc HashiCorp derrière. Vous n'allez pas avoir de problème, ils vont marcher. Sinon, vous pouvez implémenter vos propres providers. Je sais que sur GitHub, on peut trouver des providers pour configurer des vSwitch, ou enfin, toute la stack réseau. Enfin, en gros, dès qu'il y a une API, vous pouvez faire quelque chose. Il va gérer du coup le cycle de vie de nos ressources, qui va pouvoir permettre à Terraform de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer. Et comme je l'ai dit, ça supporte beaucoup de choses sur le marché. Pour la gestion du state, c'est complètement différent de Ansible. Ansible, comme je vous l'ai dit, il va se connecter, vérifier comment ça est dans l'état. Terraform, lui, va avoir un fichier que vous allez stocker sur votre machine. Donc ça va poser des problématiques, on en reparlera. Et c'est écrit en JSON. Et donc quand vous allez faire des modifications, il va écrire les modifications sur ce fichier-là. Donc si vous perdez ce fichier-là, en gros, Terraform, il est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous travaillez en équipe, ce qui est souvent le cas dans une entreprise, mettre ce fichier de statut dans un bucket S3, par exemple, ou dans un repo qui sera partagé par tout le monde. Et ça rajoute une petite couche de difficulté supplémentaire, mais c'est très bien supporté, ils sont très bien au courant de ça, donc ça se configure en quelques lignes, surtout sur un bucket S3. Et voilà, ça supporte aussi le locking, donc ça vous assure que quand vous faites une modification et que quelqu'un lance aussi une modification sur votre state, il y en a un des deux qui va attendre que l'autre ait fini. Ça, c'est cool pour la concurrence. Avantages, inconvénients, supporté par la majorité des cloud providers, ça utilise un langage déclaratif, ça analyse les dépendances des ressources, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous allez demander à votre Terraform de créer un VPC et de créer un cluster, de votre cluster Kubernetes, si votre cluster Kubernetes a besoin d'informations du VPC, Terraform va l'analyser au démarrage et va d'abord lancer la création du VPC, puis de votre cluster. Et un peu comme Ansible, c'est une communauté active, donc vous trouverez pas mal de choses. Pour les avantages, c'est assez compliqué. Enfin, c'est très simple à prendre en main, mais en vrai, si vous voulez faire des choses un peu tricky, c'est pareil qu'Ansible, ça devient assez complexe. Le state management sur un bucket S3, si vous ne savez pas ce que c'est, au début, ça peut être compliqué. Vous allez perdre votre state et c'est une galère une fois qu'on perd le state pour resupprimer, recréer ou alors régénérer un state avec toutes vos ressources dedans. Le désavantage, c'est aussi que
vu que c'est la communauté qui gère ça et ce n'est pas les cloud providers, vous allez pouvoir, il va falloir attendre pour avoir les dernières features. Si jamais Amazon sort un produit demain, il ne sera peut-être pas mis en place directement sur Terraform, mais il va falloir attendre. Et si jamais il y a un breaking change sur l'API, c'est pareil, vous allez devoir attendre que le provider se mette à jour. Et quand votre infrastructure devient grande, Terraform, vu que c'est séquentiel, aussi pareil que Ansible, ça peut prendre beaucoup de temps à mettre en déployer. Par exemple, vous verrez sur la démo tout à l'heure, mais je vais déployer un cluster Kubernetes. Déjà, ça va prendre 5 minutes. Donc, si vous en avez une dizaine, vous mettez votre CI et puis vous allez prendre un café et vous revenez 1 heure après, quoi. Les cloud providers aussi nous fournissent toujours une solution d'infrastructure as code. En vérité, c'est un peu pareil que du Terraform. Donc chaque cloud provider a le sien. Généralement, c'est gratuit, vous n'allez pas payer. C'est bien parce que il vous gère le state pour vous, il vous gère plein de trucs, vous avez juste à les lancer. Par contre, l'inconvénient, on en parlera après, mais je vais juste vous montrer un exemple. Là, c'est Amazon. Eux, ils ont décidé d'utiliser du JSON pour ça. On va venir décrire nos paramètres qu'on va donner au lancement. Par exemple, ici, on va avoir la clé de connexion à SSH. Après, on va lui donner une liste de ressources qui doit être créée. Et on va pouvoir aussi définir des sorties en disant, voilà, je voudrais avoir l'instance ID de mon EC2 qui a été créé. C'est comme tous les services d'un cloud provider, si vous commencez à utiliser le service d'un cloud provider, vous allez être un peu coincé chez eux. Du coup, lequel utiliser, vous allez me dire, vu qu'on en a vu 3. Il y en a d'autres sur le marché, mais je n'ai pas trop le temps de tous les parler. On va commencer par les produits open source, donc Ansible et Terraform. C'est tous les deux des outils pour gérer votre infrastructure, mais en vrai, ils sont utilisés de 2 manières différentes. En fait, Terraform, il sera plus là pour créer nos ressources infrastructure, donc vraiment nos machines, chez un cloud provider où on va lui demander j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et Ansible, on va le lancer après pour venir installer et configurer nos machines ou quand on va s'y connecter dedans, donc installer un serveur web ou tout plein de choses comme ça. C'est vraiment ces 2 outils qui sont en fait à utiliser complémentaires, tous les 2. Et donc, il n'y a pas de meilleure solution que l'une que les 2. En fait, c'est toujours la même chose. Il faut savoir utiliser le bon outil au bon moment. Pour le cloud provider et l'open source, le cloud provider, dès qu'ils vont sortir une nouvelle feature, ils vont mettre à jour leur outil. Donc, vous allez tout bénéficier directement de leur outil. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous bloque un peu chez eux. Donc, déplacer toute votre architecture d'un autre cloud provider, c'est déjà très dur. Donc, si vous devez aussi déplacer tous les outils comme ça, alors que vous avez des solutions open source, c'est un peu compliqué. Donc ça, en vrai, c'est vous qui décidez. Même si moi, j'ai une préférence quand même pour Terraform et ces outils-là qui sont complètement indépendants des cloud providers. Les bénéfices et les bonnes pratiques. Ça va vous simplifier vos déploiements parce que du coup, vous allez pouvoir déployer et scaler automatiquement vos infras et d'une manière aussi qui est prédictible, où si vous rajoutez une EC2 ou une base de données dans votre Terraform, vous savez qu'une fois que ça sera exécuté, vous l'aurez. Ça accélère la création de produits et aussi de nos différents codes parce que vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, définir des templates et juste vos devs, ils ont juste à implémenter le code métier. Et une fois que ça c'est fait, en fait, vu qu'il y a déjà tout le Terraform qui est écrit, vous avez juste à déployer et puis vous avez toute leur stack qui est montée. Et ça réduit les coûts, c'est pas que ça réduit les coûts, c'est que ça réduit le besoin humain derrière, vu que c'est tout automatisé. Vu que ça réduit les coûts humains, ça réduit les erreurs qu'on peut faire, vu qu'on n'est plus du tout en configuration manuelle. Et ça aussi, ça nous assure que chaque exécution de notre CI, à chaque exécution de notre Terraform ou quoi que ce soit exactement les mêmes étapes qui soient faites. Du coup, ça réduit les erreurs humaines. Et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, ça va améliorer votre collaboration entre vos différentes équipes puisque vous parlez le même langage. Vous êtes sur le même Git. Et après, quand on est sur un Git, on va avoir les pull requests, on va avoir tout plein de choses.
Donc on va pouvoir merger tous les différents changements, reviewer, faire valider, et utiliser d'ailleurs des outils externes à partir du moment où on fait des pull requests pour estimer par exemple les coûts, ce genre de choses-là que va changer. Moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner pour commencer, si jamais vous n'êtes pas en infrastructure as code, c'est de commencer par une petite portion de votre infra ou alors de prendre un projet que vous allez développer prochainement et de se dire « Ok, bah là, on va essayer Terraform, par exemple. C'est bien parce que si vous allez tout faire d'un coup, vous allez très certainement vous péter la gueule. Et puis, bah, augmenter graduellement votre infra, la part de votre infra jusqu'à arriver à avoir tout automatisé. Ça, c'est le rêve parce qu'en fait, on ne fait plus rien. On lance un script, on va boire un café et c'est bon. Je vous conseille aussi de ne pas seulement regarder ce qui se passe, mais aussi de monitorer tout l'ensemble. Vous pouvez rajouter des tests par-dessus Terraform pour vérifier que les fichiers sont valides, que vous n'avez pas des répétitions, tout genre de choses-là. Donc voilà, testez et monitorez vraiment l'ensemble de la mise à jour de votre infrastructure et pas seulement le fait que le Terraform soit valide. Du coup, j'ai beaucoup parlé. Et maintenant, je vais passer à la démo pour vous montrer comment ça marche. L'objectif, c'est d'avoir ça. Je vais utiliser Digital Ocean parce que j'ai des crédits. Au moins, ça ne me coûtera rien. Le but, c'est qu'on va créer un VPC. Dedans, on va créer un cluster Kubernetes. Et puis, dans ce cluster Kubernetes, on va lancer un serveur web avec un load balancer pour vérifier qu'on puisse accéder à notre application web. Je vous préviens direct, ce sera un Nginx. Donc, ce sera la page d'accueil de base. Je n'ai pas d'application. Alors. J'ai juste besoin, de changer ça. Eh ben, je me suis planté. Hop. Nickel. Donc ça, c'est l'interface de Digital Ocean. C'est juste pour vous montrer que en fait, j'ai rien du tout. Pour vous montrer qu'au niveau des VPC ici, bon, il y a ceux de base et que j'en ai pas d'autres à part celui-là, mais c'est autre chose. Et que surtout, j'ai pas de cluster Kubernetes. Donc si j'aurais voulu, là, je pouvais très bien lancer un cluster comme ça en faisant les configurations à la main. Mais là, ce qui nous intéresse, ça va être directement notre code Terraform. Je vais juste lancer une commande avant parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça met un peu de temps à lancer un cluster. Du coup, je vais le faire en arrière-plan. Je vous montrerai les différentes commandes que je fais juste après pour vous montrer aussi à quoi ça sert. Hop, donc là, c'est parfait. Je vais vous montrer le code pour commencer. Donc là, je suis dans un. Moi, j'ai préféré séparer mon Terraform de celui qui va vraiment me provisionner mon infrastructure sur le cloud et mon Terraform de celui qui va se connecter à mon cluster Kubernetes et qui va le configurer. Je vais vous montrer les différents fichiers. On va déjà commencer par celui-ci. Donc ça, c'est un peu le package.json de Node si vous l'utilisez. Donc c'est celui qui va nous définir toutes les dépendances qu'on va avoir. Donc là, vous voyez que j'utilise le provider Digital Ocean, j'utilise la version 2. Dans ce fichier-là, c'est la configuration de notre provider. Là, l'avantage, c'est que je vais utiliser une variable d'environnement que j'ai déjà mis dans mon shell. Mais ici, vous pourriez par exemple passer vos crédentials, donc si vous avez un token ou quoi que ce soit, ou carrément dans un fichier, il va le lire. Vous avez tout plein d'options sur la documentation. Au niveau du network, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais créer un VPC. Donc vous voyez ici que j'ai utilisé une variable qui va me permettre, dans ce fichier-là, de définir une région. Donc ça, je peux l'injecter au lancement des commandes ou alors le mettre en variable par défaut. On me dit qu'il faut que je zoome un peu. Je vais peut-être enlever ça. Hop. Non, je ne peux pas. Et voilà, donc ici, je vais lui donner un nom, je vais lui donner ma range d'IP et puis la région sur laquelle j'ai défini. Et une fois que j'ai créé mon VPC, je vais créer mon cluster cube. Hop, je vais peut-être enlever ça, nickel. Donc là, je lui ai donné un nom, je lui ai donné la même région que mon VPC, sinon je ne vais pas pouvoir parler avec lui. Comme vous voyez, c'est cette ligne-là. Je lui ai donné aussi, je lui ai dit, si jamais tu as des maintenances, des mises à jour à faire, tu me le fais à cette date-là. Et puis au niveau de mes node pool, donc toutes les machines que je vais lancer, je lui ai dit que j'en voulais 3 minimum, que je lui autorisais l'autoscaling jusqu'à 5 machines.
pour éviter de cramer de l'argent pour rien. Et je vais surtout donner des petites machines par défaut. Et donc là, normalement, hop, si on revient dans notre shell, on voit qu'il est toujours en train de créer notre cluster, mais je vais vous montrer les commandes que j'ai fait juste avant. Alors, bon, déjà, je me suis déplacé dans mon dossier, je fais un Terraform init. Donc ça, c'est l'initialisation, si jamais vous ne l'avez pas fait. Ça va venir vous télécharger les providers, ça va vous créer les fichiers nécessaires, ça va vous créer aussi le state vide, tout genre de choses. On a aussi le Terraform plan. C'est celui vraiment qui va vous montrer ce qui va se passer. Ça ne va pas les appliquer. C'est vraiment juste, voilà ce qui va se passer. Donc là, il me dit que le cluster va être créé, que j'ai défini les variables. Il me dit, par exemple, je ne vais pas donner la variable created at, c'est normal. Il me dit que ce sera connu une fois que j'aurai créé la ressource. Tout comme l'URN qui est l'ID chez eux, chez DigitalOcean de la ressource. Pareil pour notre projet, pareil pour notre VPC. Donc une fois qu'on se dit notre plan il est correct, c'est bon, ça ne va rien me casser. Si jamais vous faites des modifications sur une ressource et que cette modification requiert de supprimer et de recréer la ressource, Terraform va vous le dire. Mais quand il peut juste modifier sans recréer, il vous le dira aussi. Et une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous faites un apply. J'ai rajouté la petite option auto-approve qui en fait si vous ne mettez pas ça, il va vous remontrer un plan, il va vous demander est-ce que oui ou non tu veux appliquer ces modifications. Donc là, c'est juste pour skipper cette demande-là. Donc là, il refait un plan pour montrer. Et donc là, c'est parti, ça commence. On a créé notre projet, on a créé notre VPC. Voilà, il m'a dit, bah, je l'ai créé après une seconde, super. Et puis là, on a toujours le cluster. Ça va mettre 5 minutes. Donc encore une minute. En attendant, je vais aller sur DigitalOcean pour vous montrer ce qui est en train de se passer. Donc si je rafraîchis ici, on va voir que j'ai créé mon nouveau projet. Voilà, c'est nickel, je l'ai mis chez... Bon, c'est l'interface. Ça charge, là il va me lister toutes les ressources que j'ai. Donc si on retourne dans le networking, au niveau du VPC, on a bien notre VPC qui a été créé avec les bonnes données qu'on lui a demandées. Notre cluster cube, il est en train de le créer, vous voyez, il n'est pas encore là. Il est en train de provisionner les nœuds. Donc, on retrouve bien tout ce que je lui ai demandé. Au niveau, ici, au niveau de la node pool, donc c'était bien la node pool par défaut. Vu que je lui ai demandé qu'il ait besoin de 3 nodes minimum, bah, il m'a mis mes 3 nodes minimum et il me les a bien configurés comme on voulait. Hop, et puis voilà, on va bientôt attendre. Ah ben nickel, bah, il a fini de créer le cluster cube. Là, il est en train de m'associer le cluster à mon projet pour que je puisse le voir. Et là, je lui ai demandé de me sortir un output. Cet output-là, vous pouvez demander à Terraform, une fois que c'est fini, de vous donner des informations sur les ressources que vous avez créées. Donc là, je lui ai demandé de me donner l'ID de mon cluster que j'ai créé. Cet ID-là, il va me servir pour aller récupérer ma kubeconfig, donc l'équivalent du fichier de connexion qui va définir tous les crédentials que j'ai besoin. Donc là, j'utilise la CLI de DigitalOcean pour les récupérer, c'est plus simple. Là, je vais regarder avec mon kubectl si j'ai bien toutes mes nodes qui ont été créées. Donc là, c'est bien le cas. Et donc là, on va passer à la configuration de notre cluster cube. Donc je vais changer de dossier pour aller dans mon node Terraform. Je vais refaire les mêmes commandes que tout à l'heure. Donc là, je refais le init, le plan pour vérifier que ce que je vais lui demander est bon. Ça va me permettre de vous montrer ce que j'ai fait. Là, je lui ai demandé juste à Terraform de créer un deployment et un service. En vérité, ce qu'on fait plutôt, c'est des chart Helm qu'on va venir déployer avec, soit via Terraform, soit via un autre produit comme Argo CD. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer l'exemple. Donc voilà, je lui ai demandé, bah là, j'ai mes métadatas de mon application. J'ai mes specs avec ici mon conteneur qui va contenir l'image de Bitnami. Et ici, on va un namespace aussi que j'ai créé où je vais tout mettre dedans, un service. Du coup, ce service-là, je vais demander qu'il soit de type load balancer pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur via un load balancer de DigitalOcean et je vais bien donner les ports. Donc là, on va apply. Donc, il a bien réussi à se connecter, au cluster. Donc là, il est en train de créer le déploiement Nginx, c'est bon. Il a créé le service, il me dit OK que c'est bon. Juste DigitalOcean, il a besoin de provisionner le load balancer, donc ça va prendre aussi quelques minutes, mais on peut aller voir au niveau du networking
que notre load balancer ici, il est bien en cours de création. Et ça va mettre quelques minutes. En attendant, je vais aller regarder mes pods, vérifier dans mon cluster qui ont bien été tournés et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, c'est le cas. Et là, le but, c'est d'attendre le load balancer pour avoir l'IP pour vous montrer que je peux me connecter à mon serveur. Je peux aussi, en attendant, vous montrer les fichiers Terraform de l'autre. Donc, par exemple, le déploiement. On y retrouve ce que je vous ai montré dans le plan, hein, mais c'est vraiment... vous voyez la syntaxe, comment elle est, c'est des blocs avec les valeurs et on remet des blocs dedans. Là, l'avantage, c'est que vu que Kubernetes, c'est du YAML, ça a suivi le même YAML. Donc, on a nos metadata, j'ai demandé un réplica de 3 et notre conteneur qu'on a vu juste avant. J'ai aussi mis des limites. Ce qui est bien, c'est que quasiment toutes les features de Kubernetes sont implémentées dans le provider. Donc, si vous avez des fichiers, vous allez pouvoir faire une conversion très rapide. C'est quasiment la même chose entre le YAML et Terraform. Là, il est presque prêt. Vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre, le service il a été créé, mais en vrai, je n'ai pas encore accès. Vous pouvez demander à Terraform d'attendre que le load balancer de votre cloud provider soit provisionné et qu'au final, votre application soit réellement accessible avant la fin de votre Terraform. Ça vous permet, une fois que vraiment on est sûr et certain de tout, à envoyer une notification à telle ou telle personne pour vérifier. Donc, là, il est un peu long. On va attendre encore quelques secondes. En attendant, je peux vous montrer le fichier state. Du coup, là, je l'ai mis sur ma machine. Je ne vous ai pas fait d'équivalent sur un S3. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un JSON avec un tableau de ressources et tous les statuts qu'on a de nos ressources avec ce que je lui avais demandé, etc. Tout ce qu'il a pu récupérer aussi une fois que c'était créé, tous ces états-là. Et donc c'est bon, notre load balancer est en ligne, donc là je vais récupérer l'IP. Si je ne dis pas de bêtises, si je fais entrer, on va avoir notre application qui est affichée. Donc voilà, tout fonctionne bien. Je vais revenir au slide. J'aurais pas dû fermer ça. Hop. Merde. Hop. Super, merci. Hop. Donc ça, c'est les différents outils que j'ai pu utiliser pour la démo, si jamais ça vous intéresse. Donc Digital, Kubernetes, Terraform et Nginx. Pour la petite conclusion, donc vraiment les points importants de l'infrastructure as code, c'est que ça transforme notre façon de manager et de déployer nos infrastructures en les rendant plus automatisées, standardisées et surtout prédictibles et répétables. Terraform, Ansible et tous les cloud providers vous permettent d'implémenter de l'infrastructure de façon très simple, comme on a pu voir ici. Commencez petit, utilisez Git, automatisez le plus possible et si possible, focussez-vous sur l'immuabilité ou le fait de, quand vous voulez appliquer un changement, supprimer et recréer. Généralement, ça marche mieux et ça vous évite de garder des états un peu bizarres où la prochaine fois que vous allez faire des trucs, ça ne va pas se passer de la même façon. Ça, c'est plus moi. Pourquoi vous devriez utiliser de l'infrastructure as code? Ça simplifie tout. Ça améliore la collaboration. Nous, on a pu le voir en faisant les différents projets. Ça réduit les erreurs humaines. Vous allez avoir d'une manière générale une infrastructure plus stable, vu que vous allez pouvoir tout gérer depuis un simple code. Et aussi que, en fait, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Beaucoup de choses qui se développent autour et on est vraiment qu'au début. Par exemple, j'ai vu récemment qu'il y avait un tool qui s'appelait Infracost qui vient se connecter directement sur votre Git et à chaque pull request, en fait, il va analyser votre Terraform et vous dire que ça vous coûtera tant ou moins le changement que vous avez fait. Donc ça vous permet aussi de dire à vos devs,
En fait, là, tu me demandes un truc, mais regarde combien ça va coûter, ou de pouvoir optimiser aussi notre infrastructure. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Maxime pour ce talk. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Il nous reste 15 minutes s'il y a des questions. J'avais une question sur le state et aussi sur pourquoi on doit le mettre dans un S3 et pas juste le garder dans le repo, quoi. Ah, ne pas juste le garder dans le repo? Tu peux, mais c'est pas ouf parce que si quelqu'un oublie de faire un pull, il n'a pas le bon state. Alors ça marchera bien dans des CI, ça marchera bien dans tout ce truc-là parce que ça pull et ça prend forcément la dernière version. Mais ton ops qui va faire des opérations ou des choses comme ça, il n'aura pas les derniers states. Et puis surtout que ton state, il peut garder des informations que tu n'as pas trop envie d'avoir sur ton Git. Et aussi le cas où tu veux gérer plusieurs environnements. Bah, si tu as ton environnement de dev, de prod, etc., tu vas peut-être pas forcément avoir les mêmes choses. Du coup, tu vas devoir avoir 3 states et c'est pas possible d'avoir des states différents. Ça utilise toujours le même nom de fichier. Donc dans ce cas-là, c'est plus simple d'avoir un S3, comme ça tu peux simplement choisir le bon fichier que tu veux. De rien. Ok. L'une des forces de Terraform, c'est de pouvoir appliquer la différence. C'est-à-dire que si on va définir un état avec le YAC, si on va enlever des ressources, Terraform va appliquer la différence. Sauf que pour le cas de Ansible, ça ne va pas être le cas. Un playbook va être définitif. Oui. Donc pourquoi le versionner au final? Pour garder l'historique des changements qui a été fait. Oui, tu peux pas rollback, c'est sûr, mais si jamais tu avais fait un changement à l'époque et que, enfin, typiquement, tu te dis, j'ai ma version 1 de mon projet, j'ai ma version 2, et je me rends compte 6 mois après que ma version 2, elle est moins efficace que ma version 1. Si tu sais pas ce qu'il y avait vraiment dans ton Ansible avant, c'est compliqué de faire le rollback. Enfin, tu vas faire des commandes Z, mais si ça fait 6 mois, tu l'auras plus ton commande Z. Donc Git, c'est cool parce que ça va te permettre de faire des reverts et de rollback comme tu veux. Et Ansible pose ce genre de cas? C'est-à-dire? De pouvoir faire un rollback ou d'appliquer une différence? Non, Ansible, il est un peu... C'est bien pour créer et config, mais si tu veux annuler des choses, ou par exemple, le Terraform, tu fais faire un Terraform destroy, donc il va te supprimer les ressources. Ansible, c'est compliqué de lui demander de supprimer des choses. En fait, il faut définir un playbook où tu vas venir supprimer ce que tu avais fait avant. D'autres questions? Je crois que si, il y en a une. La régie a une question. Je suis désolé, je ne suis pas l'endroit le plus simple pour poser les questions. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu perds ton state? Est-ce que tu as des moyens de retrouver ton state à partir d'un état, par exemple, de ton cluster Kubernetes? Est-ce que tu peux essayer de réécrire ton state à la main pour essayer de mitiger les dégâts si jamais tu as un truc compliqué? Est-ce que tu as des outils qui te permettent de revenir là-dessus? Réécrire ton state à la main, c'est compliqué parce qu'il va te vraiment falloir toutes les infos, et si tu as une info qui n'est pas bonne, bah, tu vas avoir des side effects qui ne seront pas bons. Terraform, il est capable de faire du recovery de state, mais parce qu'on peut lui demander d'aller récupérer chez le cloud provider les informations de notre cluster, et il va essayer de retenter de recréer la ressource, mais ça ne marche pas bien. C'est pas... Vaut mieux tout supprimer et tout refaire. Ok, ça marche. Et à la main, non, je ne conseille pas quand même. Déjà, merci pour ton talk. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous utilisez ça chez GeoRide? Et si oui, est-ce que tu as un retour d'expérience dessus? Est-ce que tous les avantages que tu as donnés, ça a été vérifié ou... Nous, on est principalement chez GeoRide sur du PaaS, donc on fait très peu d'infrastructure as code. Enfin, on n'en fait même pas du tout. Donc les expériences que j'ai, bah, c'est soit sur du perso, soit sur tous les projets qu'on a fait à l'école.
et puis les différents talks que j'ai pu écouter, les ressources. Donc non, j'ai pas vraiment de retour d'expérience à faire sur ça chez Joride. Merci. Pour te répondre, parce que moi je subis Terraform en tant que développeur dans des boîtes un peu grosses et je trouve ça insupportable. Quoi. Chacun son boulot. Quoi. C'est imbitable. Quoi. Ça se scale pas, moi je trouve. Mais après, c'est chacun son boulot. C'est un métier, il faut gérer. Toi, quand tu es développeur, on t'a dit qu'il faut intervenir sur un truc comme ça, mais c'est l'enfer. Les modules, les imports, les liens symboliques, il y a des pratiques qui sont atroces. Je ne parle pas forcément de la boîte où je suis actuellement, je ne citerai pas un nom. Quoi. Mais quoi. Après, ça marche bien, hein, mais chacun son boulot. Ben, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Juste, présentation top. Juste pour répondre à la régie, tu perds ton state, en fait, tu peux jouer avec les imports. Donc, tu peux recréer ton code et avec Terraform, tu peux réimporter et refaire des apply derrière et faire des diffs s'il y a besoin. Donc, voilà. Peut-être une autre question, en fait. Ouais. Le mindset Ansible, au début, c'était pur SSH et après, ils ont rajouté des modules avec le temps concernant les AWS. Est-ce que aujourd'hui, pour moi, la définition d'Ansible, c'est du pur config management et infrastructure, c'est de Terraform, pardon, c'est du pur infrastructure. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment coupler Ansible avec comme infrastructure et du Terraform? Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de faire typiquement pour utiliser Packer de chez HashiCorp qui nous permet de créer des images pour nos VM où en fait on a déjà tout installé dessus. Ça on le fait avec Packer, on va installer nos logiciels et puis en fait avec Terraform juste on va provisionner des machines qui vont booter avec le disque où il y a déjà tout d'installé. Donc ouais, c'est complémentaire, mais j'ai tendance à dire que c'est mieux d'utiliser une solution comme Packer où on va avoir déjà tout installé plutôt que de provisionner et venir configurer avec Ansible. Ouais. Voilà, je ne sais pas si on a une dernière question. Non. Bon, Ok, merci. voilà, encore merci Maxime.